Bonjour et bienvenue dans les conversations de l'Odyssée. Aujourd'hui, une personne pour qui j'ai beaucoup d'admiration, d'estime et d'amitié, Dominique Young, le rédacteur en chef des Dernières Nouvelles d'Alsace. Cher Dominique, bonjour et bienvenue. Bonjour. On se tutoie dans la vie privée, donc c'est le protocole de l'amitié à l'Odyssée, et donc je continue, si tu ne vois pas d'inconvénient, à te tutoyer. C'est comme vous voulez. Je continue à tutoyer. Alors là, merci beaucoup d'être venu. Et la première question que je voudrais te poser, c'est d'abord une question à la fois, mais chez toi, ton métier fait partie de ta vie privée et la réflexion fait partie de ta vie privée, n'étant pas seulement une réflexion particulière, mais une réflexion qui englobe l'ensemble des problématiques de la société. Je voudrais te demander comment tu as traverser cette période de confinement sidérante, je le dis à chaque conversation, et quelles sont les réflexions que tu en as retirées? J'ai trouvé que c'était assez coercitif comme régime parce que finalement les gens étaient assignés à résidence. Dans les EHPAD, ils parlaient à travers une vitre quand il y avait des possibilités de visite. Donc ça renvoyait finalement aux instruments de la justice et à la restriction des libertés. Alors je comprends très bien les raisons sanitaires et administratives qui ont présidé à tout ça, mais j'ai trouvé que c'était quelque chose de quand même très dur à vivre en pensant à tous les gens qui avaient des tout petits logements, qui avaient beaucoup d'enfants à surveiller, et c'était quelque chose, je pense, qui a laissé des traces dans les familles. Enfin, j'ai eu des discussions avec des parents de très jeunes enfants, et ils disaient qu'ils n'en pouvaient plus, et ils sont ravis que l'école ait pu reprendre, parce que c'est une façon de resocialiser les enfants, alors qu'il y avait une espèce de huis clos familial qui s'était installé. Oui, tu as parlé de resocialisation, parce que ce qui était le plus terrible, c'est que soudain, brutalement en plus, il y a eu une espèce d'atomisation, d'individualisation extrême des rapports sociaux, c'est-à-dire de dissolution des rapports sociaux. Alors, la question que je voudrais te poser, c'est, là aussi, il y a eu une interruption brutale des activités culturelles et d'expression artistique, dans la mesure où, enfin pour ce qui concerne plus exactement, les relations entre le public et les expressions artistiques et les lieux culturels. Alors, si on doit dire on a tendance à dire il y a un monde d'avant, il y a un monde d'après, qu'est-ce que ça t'a suggéré au fond? Qu'est-ce que ça peut apporter comme rajout? D'abord, je trouve que ça a montré l'importance du public et de l'expérience, j'allais dire, physique de la culture. Parce qu'on n'a pas été privé de culture au sens où on pouvait faire des visites virtuelles de musées. Beaucoup de musées ont proposé des parcours qui étaient tout à fait intéressants, mais je trouve qu'un parcours devant un écran n'est pas comparable à une visite qu'on peut faire avec ses pieds dans le musée du Louvre ou le musée d'art moderne de Strasbourg. Il y a un élément physique avec les œuvres, entre le regard et la réalité de l'œuvre, même si on ne peut pas la toucher. Et je dois dire que j'en ai un peu assez de toutes ces expériences visuelles, de toutes ces conférences par Skype qu'on peut faire nous dans notre métier. On n'avait plus de réunions autour d'une table, mais chacun était devant son écran. Et je pense que ça a montré le côté pratique, ça évite des déplacements inutiles, mais la conférence avec des gens dévisus permet quand même des échanges qui sont plus riches et plus stimulants. Donc j'en déduis que le théâtre, l'opéra, le musée, les salles de cinéma t'ont manqué. Mais oui, parce que je pense que, là encore une fois, le théâtre, c'est pas la même chose de sentir. Je ne suis pas très physicien et je n'y connais rien en ondes, mais je pense qu'il se passe quelque chose quand on est dans une salle de théâtre entre le public et les acteurs qui ne se passe pas si on voit cette scène à la télévision ou devant un écran d'ordinateur. Donc ça, c'est quelque chose qui est aussi une façon pour nous
nous inscrire dans la vie réelle et pas uniquement dans la virtualité. Donc si je comprends bien, il y a d'un côté un vécu et de l'autre un succédané ou un semblant de vécu. Oui, c'est un palliatif, c'était très bien que ça existe, mais ça ne peut pas le remplacer. Alors, sur le monde d'après aussi, je pense que à partir, quelle est la place que la culture peut avoir, la place supplémentaire, dirais-je, pardon, mais tu sais, c'est le fumeur de cigare. Quelle est la place supplémentaire que la culture peut avoir dans la cité après cette crise sidérante qu'on a vécue? Le monde d'après, je l'ai beaucoup entendu. Je crains que ce soit une formule. Hein. Il me semble que dans les premières demandes des gens que j'ai pu rencontrer, c'est surtout de reprendre une vie dite normale. Et on est beaucoup plus dans la volonté ou le désir de retrouver les repères d'avant plutôt que d'être dans la table rase et d'en réinventer quelque chose de complètement nouveau et différent. Alors je pense qu'il faut tenir compte de cette expérience, il faut l'intégrer dans notre façon de penser le futur. Mais de là à imaginer qu'à partir du mois de juillet, on aura une vie complètement différente de celle du mois de janvier ou de février, je suis quand même relativement pessimiste. Il me semble qu'il y a des pesanteurs et puis un certain nombre de lois économiques qui font que, dans un premier temps, les gens vont essayer de stabiliser ce qui peut être stabilisé plutôt que de faire des échafaudages qui peuvent être très compliqués à équilibrer. Ne me parle pas d'échafaudage, puisqu'il y a actuellement des échafaudages temporaires qui, malheureusement, entravent l'entrée facile de Je parlais d'échafaudage métaphorique. Mais c'est ainsi que je l'avais entendu. D'accord, le retour à la vie normale, mais on peut aussi profiter de l'occasion pour imaginer, espérer, projeter, d'apporter des améliorations ou des extensions à la vie normale. Oui, mais le théâtre, c'est d'abord la rencontre d'un public et d'une pièce de théâtre et d'un auteur, et ça, tu ne peux pas l'orienter de manière autoritaire. Enfin, je ne vois pas en quoi une pièce de théâtre de la fin 2020 sera différente dans la présentation de ce qu'elle pouvait être en 2019. Oui. D'autant plus que le retour d'une rencontre du public avec la culture sera soumis à toute une série de contraintes sanitaires, réduction de la jauge, des spectateurs acceptés, etc. Et pour des petites salles, ça va être absolument diabolique. Une petite salle de théâtre ne peut pas fonctionner comme une immense salle où on peut dire qu'un siège sur 3 est condamné. Il y aura des contraintes techniques qui seront incompressibles. Je crois qu'on rêve très vite sur ces trucs-là, en disant il faut tout recommencer, tout rebâtir. Non, il faut commencer par stabiliser d'abord. Oui. Et ne pas jeter le bébé avec l'eau sale du bain, et absolument, donc absolument. Garder les fondamentaux. Et garder les fondamentaux, et puis garder aussi, et puis être conscient de ce qui marchait, et puis de le faire prospérer à ce moment-là, mais plutôt. Alors, je voudrais maintenant venir un peu vers le cinéma, parce qu'on est dans une salle de cinéma, tu le sais, une des 6 plus anciennes salles de cinéma du monde, oui, et une très belle salle, propriété de la ville de Strasbourg. Tu as été sevré, ou en tout cas frustré, j'imagine, de salles de cinéma. Quelle est ta réflexion, au fond, sur ce retour vers une réouverture des salles de cinéma? C'est quand même une bonne chose, non? C'est quand même mieux que de regarder Netflix sur son canapé à la maison. C'est ce que je disais tout à l'heure. Oui, je pense que le cinéma sur grand écran fait partie d'une expérience qui n'est pas du tout réductible à ce qu'on peut regarder sur petit écran. Moi, j'ai vu à l'Odyssée les Tontons Flingueurs, pour prendre un film que tout le monde connaît. C'est un film que j'avais vu à la télévision, et tout d'un coup, sur grand écran, j'ai vu des détails qui m'avaient échappé sur le petit écran. Bon, c'est un exemple bête, mais que tout le monde peut, je pense, comprendre. Et
L'Odyssée. Mais l'Odyssée, je souhaite que l'Odyssée continue à jouer son rôle de cinémathèque. Moi, je trouve que c'est très important dans une ville comme Strasbourg qu'il y ait une possibilité de voir les trésors du cinéma mondial. Il y a énormément d'étudiants, plus de 50 000 ou 60 000 étudiants dans la ville de Strasbourg. C'est important que toutes les générations puissent avoir accès à ces films et avoir une culture cinématographique. Ça fait partie de la culture générale et la programmation de l'Odyssée, de ce point de vue-là, est tout à fait spécifique et je pense qu'elle joue un rôle d'intérêt public. Moi, je salue tout à fait ce rôle d'accès aux grands trésors du cinéma. Je te remercie. Et l'Odyssée, c'est aussi une volonté obstinée de faire découvrir des pans entiers des cinématographies européennes contemporaines, actuelles. Parce que actuellement, à l'échelle du monde entier, et je ne dis pas ça du tout par anti-américanisme, parce que moi j'ai été élevé dans la fascination du cinéma américain, mais les films venant d'une source occupent 80% des écrans du monde entier, n'est-ce pas, des salles de cinéma, des grands écrans. Et ici, nous essayons de défendre les cinématographies européennes à Strasbourg, siège du Conseil de l'Europe, du Parlement européen, de la Cour européenne des droits de l'homme. Oui, mais bien sûr. Moi, j'ai vu à l'Odyssée un certain nombre de films que je n'aurais pas vus si tu ne les avais pas programmés. Ça me paraît une évidence et ça permet de braquer le projecteur sur des films qui sont marginalisés par les circuits de la grande distribution et qui pourtant ont des qualités évidentes et sont des films qui méritent d'être vus et qui font plaisir à voir. Je pense que dans le cinéma, il y a aussi cette notion de plaisir, cette notion de jubilation qu'on peut avoir avec un film qui vous parle, qui vous émeut, mais aussi qui vous fait rire. Je crois qu'il ne faut pas avoir honte de la comédie, même si ce n'est pas forcément le genre le plus à la mode actuellement. Oui, en tout cas, ça sera à la mode dans le cadre de la réouverture de l'Odyssée, parce qu'on a passé quand même une période difficile et on va proposer des films pour rire aussi, et rire de façon intelligente si possible. Voilà. En même temps, je voudrais te poser des questions sur ta filmothèque personnelle, depuis ton enfance. Oui, oui. Moi, je suis strasbourgeois et j'ai découvert le cinéma à ce qu'on appelait le Palace et qui est devenu ensuite le club avec Fabienne Bonnier, dont je salue très volontiers la mémoire parce qu'elle a joué un rôle qui est certainement comparable à ce que tu peux faire aujourd'hui ici. Et j'ai vu, grâce à Fabienne, des films qui m'ont ouvert les yeux sur par exemple les pays de ce qu'on appelait l'Europe de l'Est. Elle programmait des films polonais, des films tchèques qu'on ne voyait pas du tout à l'époque, et c'est très important. Alors ma culture cinéma, elle date de cette grande époque de programmation volontariste de Fabienne Bonnier. À titre personnel, pour moi, je pense que l'un des films que je mets en avant, c'est Fellini en général et Amarcord en particulier. Parce que je trouve qu'il y a à la fois une histoire, une façon de raconter la société, pour ce qui est d'Amarcord, avec la société, avec la montée du fascisme dans un village, mais aussi c'est tout un univers Fellini. Il y a une création extrêmement personnalisée, c'est pas du tout quelque chose de didactique ou politique, c'est l'univers de Fellini qui réinvente la façon de voir cette Italie des années 20, et je trouve qu'il y a une liberté de ton, une espèce parfois c'est un grand mot, et c'est un mot excessif, mais un peu de délire, c'est-à-dire qu'il ne reste pas cadré dans des choses attendues. S'il a quelque chose
tout à fait personnel à dire. Il ne va pas s'encombrer de savoir si ça va plaire ou pas. Il le dit parce que c'est au fond de lui et il y a une vraie expression. On le voit aussi dans Fellini Roma avec le fameux défilé de mode ecclésiastique. Il y a des choses absolument extraordinaires. Patin roulette. Patin roulette, et puis les coiffes des nonnes là, qui sautillent, je trouve ça extraordinaire. Alors sinon, moi j'ai parlé de comédie. Moi j'aime beaucoup Lubitsch, par exemple. Je trouve que To Be or Not To Be, ou dans un autre genre, The Shop Around the Corner, sont des films qui sont sympathiques, ça fait plaisir à voir, et puis on passe aussi un bon moment. Et je crois que cette notion de bon moment, il ne faut pas l'oublier dans le cinéma. Alors dans les films français, moi il y en a un que un auteur, c'est Tati, et j'ai un souvenir d'avoir vu Jour de fête avec une jeune mère de famille qui avait emmené 5 ou 6 enfants, enfin les siens et puis des petits copains, et ils étaient assis dans la rangée juste derrière moi et ils riaient aux larmes. Et j'ai ce souvenir de voir le facteur de Tati, et en bruit de fond ces rires d'enfants qui devaient avoir 6 ou 7 ans, et je trouvais ça très, très sympathique de voir des enfants rire à Tati, qu'on dit souvent intellectuel, quoi. Sinon, dans un autre genre, j'aime beaucoup les films de Tavernier, Bertrand Tavernier. J'avais beaucoup aimé L'Horloger de Saint-Paul, et puis des gens qu'on a oubliés maintenant, les Suisses, Goretta, L'Invitation, Tanner, Charles Mort-ou-Vif, ou La Salamandre. C'est des films des années 70 que j'avais beaucoup aimé, parce que là aussi il y avait un univers dans ces films ces cinémas suisses qui étaient une sorte de niche dans le cinéma mondial, mais qui disaient les choses avec beaucoup de personnalité et de pertinence. Je te remercie. Ce que tu dis conforte ce que nous on essaye de défendre, c'est que le spectacle cinématographique dans une grande salle, c'est d'ailleurs particulier parce que tout ça n'a à voir en plus grand que dans la nature, et puis que dans la vie réelle, et que d'autre part, c'est l'occasion de pouvoir partager avec des gens qu'on ne connaît pas en plus, des émotions, des réflexions, des rires, des craintes aussi, quand c'est des thrillers comme on dit, ou des films d'épouvante, et c'est un plaisir partagé. Tu en es d'accord? Absolument. Formidable. Alors écoute, je te remercie beaucoup, mais je te dis que ce que je dis en général à tout le monde, je te laisse 30 secondes, je vais encore meubler, pour que toi tu aies la gentillesse de dire le mot de la fin. Je rappelle que Dominique nous fait l'honneur et l'amitié de sa participation aux écrans de l'info, organisée en partenariat avec l'INA et les DNA à travers la personne de Dominique, et que tu participes aussi au débat qu'on fait avec Sylvain Schirman sur questions d'Europe, ou parce que tu es un Européen convaincu et que tu es un analyste fin et lucide. Je tenais à te le dire et à te rendre hommage, et j'espère que pour la réouverture de l'Odyssée, et on va faire 3 soirées événements, tu pourras nous faire l'amitié de participer à l'une de ces soirées événements. À tous les 3, ça serait formidable, mais bon, tu as un emploi du temps chargé. Ce sera le 22, le 23 et le 24 juin. Donc tu pourras choisir ta soirée préférée. Le 23, ce sera en collaboration avec l'INA. Alors merci beaucoup d'être venu, cher Dominique, et je te laisse le mot de la fin. Je vais dire, je vais faire un parallèle avec Noblesse oblige, là, le fameux film. J'espère que si l'Odyssée, dans certains palmarès, est encore en arrière, il va pouvoir progresser pour être très vite à la première place. Eh bien, je te remercie. On s'y emploiera. Merci, au revoir, à bientôt.